La précédente vidéo se termine donc sur ce schéma où vous n'avez peut-être pas représenté le train de potentiel d'action qui arrive et se propage le long de la terminaison de l'élément présynaptique, ainsi que le message formé d'un ou plusieurs PA. Donc c'est pas le même message qui est en présynaptique et en postsynaptique. Représentez-le différemment. Je crois que moi j'ai dû modifier par rapport à l'image de votre livre parce qu'on avait la même chose. Ah non, c'est un nouveau message qui est créé. Donc vous devez avoir ce schéma titré bien évidemment, schéma du fonctionnement d'une synapse. Ce qui amène à compléter la notion 78 jusqu'au centre nerveux où se produit le relais synaptique sur le neurone moteur. L'élément postsynaptique, c'est ici le neurone moteur ou encore motoneurone. Quatrième partie, l'intégration et la propagation du message nerveux moteur jusqu'à l'effecteur. Alors, ce qui est important, c'est que notre neurone moteur, représenté en rouge, ne va pas recevoir une seule information d'un seul neurone, mais de plusieurs neurones, voire d'interneurones inhibiteurs, et ces messages vont s'additionner de manière algébrique, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle une sommation qui se déroule. Cette somme, c'est une somme algébrique, c'est-à-dire que les messages positifs vont se voir retrancher les messages négatifs, les messages inhibiteurs. Donc deux types de sommations existent, ça c'est vraiment important que vous les représentiez et que vous les ayez bien compris. La sommation dans le temps, donc temporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un même neurone, dans le temps, va envoyer plusieurs potentiels d'action. C'est un train de potentiels d'action et pas un seul qui arrive. Et donc l'arrivée de ces messages va s'additionner au niveau du motoneurone. Et si ce message est composé de beaucoup de potentiels d'action, eh bien le message nerveux moteur sera lui aussi composé de beaucoup de potentiels d'action. D'autre part, la sommation spatiale, donc dans l'espace, ça veut dire les différents neurones qui envoient une information, un message nerveux. Donc on a ici le message de tout à l'heure, par exemple, mais qui est cette fois un petit peu différente au niveau de sa fréquence. On a ici un neurone inhibiteur qui envoie un message à forte fréquence, et puis un autre neurone, par exemple un neurone qui vient du cerveau, qui envoie un message composé d'un certain nombre de potentiels d'action. Eh bien, le motoneurone, on dit qu'il intègre toutes ces informations, c'est-à-dire qu'il en fait la somme algébrique. J'ai du plus, j'ai un petit peu de moins, mais ça ne va pas compenser, donc j'ai un message nerveux moteur composé d'un certain nombre de potentiels d'action qui se met en place. Toujours pareil, cette intégration et cette propagation qui va avoir lieu ne se fait pas sur un neurone comme on le représente de manière schématique, mais sur un ensemble de neurones constituant un nerf qui est toujours composé de différentes fibres nerveuses. La propagation se fait comme on l'a vu tout à l'heure pour le neurone sensitif, c'est exactement le même principe. Et ici, on a l'enregistrement de l'activité globale d'un nerf cette fois. Donc ce ne sont plus des potentiels d'action qui obéissent à la loi du tout ou rien, que j'espère vous avez bien noté dans la première partie, mais on a un potentiel qui va être de plus en plus fort en fonction du nombre de neurones recrutés. On a les neurones les plus sensibles qui vont être recrutés même avec une faible stimulation, puis les neurones un peu moins sensibles, encore un peu moins, les neurones qui ont du mal à réagir, mais qui réagissent si on les stimule fort, et enfin, l'ensemble des neurones qui répond. On obtient ici ce qu'on appelle un potentiel global, représenté en violacé. Cette représentation
c'est le potentiel global, c'est-à-dire la somme de tous les potentiels d'action en un temps donné des différents neurones qui ont des seuils de stimulation différents. Notez bien ces différentes informations, ainsi que cette représentation. On arrive maintenant à l'effecteur, c'est-à-dire au muscle. Alors, vous connaissez déjà la plaque motrice, où les extrémités du motoneurone se ramifient au niveau de fibres musculaires voisines, ce qu'on appelle une unité motrice également. Alors, si on regarde au microscope électronique, on retrouve des vésicules synaptiques d'un côté, ce qui nous dit que nous sommes au niveau de l'élément présynaptique, c'est-à-dire du motoneurone, et de l'autre côté, on voit des stries qui correspondent aux fibres musculaires. Alors, au niveau de cette synapse, c'est un neurotransmetteur particulier qui agit, qui s'appelle l'acétylcholine, que vous devez connaître. Et on voit que cette acétylcholine, si elle est administrée de manière pulsatile, c'est-à-dire brièvement, ou alors de manière continue, eh bien, donc lorsqu'elle est administrée de manière pulsatile, ça donne une dépolarisation et un retour rapide au repos. Par contre, si c'est en continu, on a un potentiel d'action musculaire qui se met cette fois en place, qui fait la somme des différentes quantités de molécules d'acétylcholine reçues. Cette acétylcholine se fixe dans des récepteurs qui lui sont spécifiques. Ici, on a utilisé en microscopie électronique, on est à ×500 000, ce qui est énorme, pour visualiser les récepteurs. Je disais tout à l'heure, dans les images précédentes, on ne voyait pas les récepteurs. Il faut vraiment être à très fort grossissement pour voir ici des structures un peu losangiques avec une structure centrale qui va être la zone d'accueil de l'acétylcholine et de cette seule molécule. Ce sont des récepteurs qui sont spécifiques à un neurotransmetteur. Ce qui amène à la notion 79, le centre nerveux conduit le message nerveux jusqu'à la synapse neuromusculaire qui met en jeu l'acétylcholine. On en arrive au petit e du PA musculaire à la réponse stéréotypée. Alors que se passe-t-il une fois qu'on a le potentiel d'action musculaire? Eh bien, on a dans le muscle un organite. Alors, vous connaissez les organites habituels des cellules, les mitochondries, l'appareil de Golgi, etc. Ici, on a dans une cellule classique aussi du réticulum endoplasmique qui sert notamment à la synthèse des protéines. Ici, on a un réticulum particulier qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique qui est un réservoir à calcium. Et donc, quand la membrane postsynaptique, donc la membrane du muscle, enfin de la fibre musculaire, est stimulée, donc il y a des potentiels d'action, du calcium va être libéré dans le cytoplasme sous forme d'un flux de calcium, comme représenté ici, ce qui va entraîner la dépolarisation du calcium. C'est un ion qui est chargé positivement, donc une dépolarisation de ce muscle qui va entraîner sa contraction. On voit ici l'étude de l'évolution de la concentration à l'intérieur de la cellule en calcium d'une fibre musculaire qui a été stimulée. Donc on la stimule à l'instant T0 et puis on voit qu'à partir de T1,
on a du calcium qui est libéré, donc preuve de l'action sur le réticulum sarcoplasmique, pardon. Et ce calcium libéré, vous voyez dans ce deuxième document, il est proportionnel, il va déclencher une contraction du muscle qui est proportionnelle à la quantité de calcium libérée. Vous voyez qu'ici, pour une faible quantité de calcium, la tension musculaire sera peu élevée, mais pour une forte concentration en calcium, on aura un muscle qui se contracte fortement. Ce qui amène à la notion 80, la formation puis la propagation d'un potentiel d'action dans la cellule musculaire entraîne l'ouverture des canaux calciques à l'origine d'une augmentation de la concentration cytosolique, donc dans le cytosol de la cellule en ion calcium, provenant du réticulum sarcoplasmique pour les muscles squelettiques. Cela induit la contraction musculaire et donc la réponse motrice au stimulus. Et la vidéo va se terminer ici. Je vous remercie pour votre attention. Il y a une chose qui a été oubliée, c'est de représenter la synapse neuromusculaire. Ne l'oubliez pas lors de votre prise de notes.